Bonjour à tous. J'espère que vous nous entendez bien. Sinon, n'hésitez pas à nous le faire savoir hein, dans la conversation. Donc, en fait, moi, je suis Nicolas Leroy. C'est moi qui vais animer ce webinaire sur les risques d'usage et l'aptitude à l'utilisation, sur l'ergonomie des dispositifs médicaux. Donc, je suis bonjour, Fabien, un petit peu ma caméra Bonjour à tous. qui est à la technique et qui va gérer les questions que vous pourrez poser au fur et à mesure. Donc alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous avez la fonction question directement dans le support. Puis voilà, l'idée c'est que je pense que j'ai à peu près une demi-heure de diapo à vous présenter. Et puis après, l'idée c'est qu'on puisse échanger sur certaines de vos questions. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, petite présentation de la société Use Concept hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, en fait, on est une dizaine hein, d'ergonomes spécialistes facteurs humains basés sur le campus du CHR de Lille. Donc, on est spécialisé en ergonomie des dispositifs médicaux et aussi en UX de façon plus générale et dans l'application de la norme d'ergonomie, la 62366, qui donne présomption de conformité pour les exigences relatives à l'ergonomie et aux facteurs humains. Donc, on intervient à toutes les étapes hein, du process hein, décrit dans la norme, de l'analyse des besoins utilisateurs, la conception d'interface utilisateur et l'analyse des risques, hein, bien évidemment, mais aussi tout ce qui est les aspects évaluation, évaluation formative, évaluation sommative, rédaction du document technique et ainsi de suite. Donc, on travaille principalement dans le domaine des dispositifs médicaux, mais aussi dans le domaine pharmaceutique et de manière aussi plus générale en informatique médicale. Alors, juste une dernière diapo avant de rentrer dans le sujet d'aujourd'hui. Donc, quelques photos pour nous montrer nos infrastructures, hein. Donc, on a des salles qui nous permettent, ici, vous voyez la cuisine, hein, qui nous permet de nous restaurer, mais aussi de faire des tests utilisateurs, hein, quand il y a nécessité d'avoir des points d'eau, de simuler un environnement, des salles de créativité. Mais on a aussi et surtout des salles de test qui nous permettent de tester les dispositifs médicaux de façon assez confortable. Donc les fabricants peuvent venir assister aux tests et regarder leurs produits en train de se faire manipuler par les utilisateurs. Donc voilà pour la présentation de l'entreprise. Donc aujourd'hui, je vais vous parler plus spécifiquement des risques d'usage, donc les scénarios relatifs à la sécurité, hein, pour reprendre les termes de la norme. Donc, on fera une petite introduction sur voilà, s'insère dans la démarche, le lien avec la norme de gestion des risques. On prendra comme deux ou trois définitions, hein, histoire de cadrer un peu les choses. On verra ce que la norme décrit dans le contenu des risques d'usage. Et après, on verra. Alors, ça, l'idée, c'est pas de reprendre les termes exacts de la norme, hein, c'est là, vous n'avez pas besoin de moi pour lire la norme, mais d'un point de vue pratique, comment on peut identifier les risques d'usage et comment on peut les évaluer. Et enfin, je terminerai par les erreurs classiques, hein, ce qu'on voit parfois, les écueils qu'on voit parfois dans certains dossiers. Alors, la place des risques hein, dans la démarche ergo. Alors, la norme, hein, alors quand je dis la norme, hein, par abus de langage, c'est la 62-366, hein, la norme d'ergonomie, se focalise sur le risque d'incident. Finalement, quand l'utilisateur soit se blesse, soit blesse le patient, ou soit blesse quelqu'un d'autre de l'entourage. Et donc, il y a certaines caractéristiques d'ergonomie qui sont associées, enfin, qui permettent d'éviter ces incidents. Donc l'idée, c'est d'avoir une interface qui soit simple, efficiente. Donc efficiente, c'est qui permet d'avoir un bon rapport coût-bénéfice. Donc quand vous avez un dispositif qui doit être utilisé en urgence, par exemple, il faut que ça soit efficient. Mais il faut aussi que ça soit intuitif. Vous voyez, là, j'ai mis la surface proportionnellement à l'importance du critère. Donc il faut que ça soit intuitif et aussi que ça protège des erreurs. Mais la démarche analyse des risques peut être même généralisée, hein. Là, on sort du cadre de la norme en elle-même, mais on peut même parler pour le fabricant de risque commercial. Il faut que le produit réussisse à se vendre, il faut que les personnes soient satisfaites globalement du produit et qu'ils continuent à avoir un succès commercial, tout simplement. Donc, en plus des critères qu'on a déjà vus pour les risques d'incident, on retrouve d'autres critères, hein, l'aspect utilité, est-ce que ça répond à un vrai besoin? Donc, normalement, dans les dispositifs médicaux, on n'a pas trop de soucis par rapport à ça. Mais il y a aussi d'autres éléments qui peuvent être intéressants, hein.
Est-ce que le design est agréable? Est-ce que le prix est adapté? Des éléments qui sont plus de l'ordre de l'étude de marché. Donc voilà, donc pour résumer la norme, nous demande de nous focaliser sur les risques d'incidents, mais on peut aussi ouvrir le débat. Et en tout cas, quand on fait les études, hein, regarder d'autres choses que juste le risque d'incident lui-même et d'aborder aussi les risques commerciaux. D'ailleurs, c'est ce que vous dit aussi certaines annexes hein, de la norme qui recommandent aussi d'aborder ces risques commerciaux, même si ce n'est pas une obligation. Et si maintenant on s'intéresse au lien entre la 62-366 et la 14-971. Donc là, je vous ai mis un schéma, alors forcément qui est simplifié, hein. Sinon, il m'aurait fallu trois diapos en largeur pour expliquer tout. Mais voilà, en substance, ce que vous dit, quand on regarde les liens entre ces deux normes-là, en fait, le lien est assez étroit. Surtout si on s'intéresse aux premières étapes, vous avez ici les spécifications d'usage décrites par la norme d'ergonomie et on doit identifier suite à ça les erreurs d'utilisation. Donc en résumé, toutes les erreurs que peuvent faire les utilisateurs lors de l'utilisation du produit. Et on voit qu'il y a un lien qui est assez étroit à cette étape-là avec la norme de gestion des risques. D'une certaine manière, les méthodes d'ergonomie permettent d'alimenter l'analyse des risques et la description des dangers et situations dangereuses au sens de la 14-971. Et inversement, en fait, les éléments issus de la 14-971 permettent d'alimenter l'analyse des erreurs au sens de la 62-370. Voilà. Tout ça pour dire il y a vraiment un aller-retour, il y a un lien assez fort entre la 62-370 et la gestion des risques classique. Après, on voit que une fois que les risques ont été bien identifiés, les risques d'erreur, donc ce que la norme appelle les scénarios relatifs à la sécurité, donc c'est le risque inséré dans un scénario, ça on verra ça en détail juste après. Et bon, en fait, c'est la donnée d'entrée principale de tout le process de conception et évaluation de l'interface. Donc d'où l'importance de bien identifier tous les risques en fait. Vous spécifiez l'interface, vous la concevez, vous faites l'évaluation formative, vous faites l'évaluation sommative par rapport aux risques que vous avez pu identifier au préalable. Et après, bah, vous avez la fameuse dernière question, hein, donc là, on simplifiait. Est-ce qu'il y a, une fois que vous avez fait l'évaluation sommative de votre interface, est-ce qu'il y a des améliorations nécessaires? Bah, si c'est oui, bah, vous retournez en spécifique de conception, et si c'est non, bah, les résultats servent de données d'entrée à l'analyse des risques. Donc, ce qui est important ici de comprendre, c'est que si vous avez mal identifié ou pas identifié tous les risques d'usage, bah, finalement, votre process, il est tronqué, il manque des informations. Et le risque le plus important, si on parle de risque là projet pour le coup, c'est que l'évaluation sommative ne porte pas sur tous les risques parce que vous n'avez pas tout décrit, ou alors les risques mal décrits. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle il faut être extrêmement attentif. On a déjà vu, mais c'est malheureux, hein, mais des entreprises, des fabricants devoir refaire des évaluations sommatives parce que les risques n'avaient pas été bien décrits. Donc j'ai l'importance de bien soigner ça, surtout avant la sommative. Si on prend maintenant le lien entre les risques d'usage et la 14971, donc si on prend juste, enfin, on regarde un peu où se situent les erreurs d'utilisation, donc on voit bien que c'est un des deux embranchements de l'utilisation normale. Quand l'utilisateur utilise le produit, soit il l'utilise correctement, sans faire d'erreur, hein, c'est comme ça que ça d'ailleurs c'est décrit dans les définitions. On sait ce qu'on cherche à avoir, hein, c'est quand tout va bien, mais ils peuvent faire des erreurs d'utilisation. Et donc, si on regarde la définition, voilà, une erreur d'utilisation. Donc, c'est une action de l'utilisateur ou absence d'action. Parfois, ne rien faire, c'est une erreur, hein. Si vous avez un arrêt d'urgence à faire et que vous ne le faites pas, c'est une erreur. Donc, c'est action ou absence d'action qui aboutit à un résultat différent du résultat prévu par le fabricant ou attendu par l'utilisateur. Donc derrière cette erreur, il y a la notion de décalage. Un décalage par rapport à ce que le fabricant avait prévu dans sa procédure, dans son mode opératoire, mais aussi un décalage de la part de l'utilisateur. Il s'attendait à un certain comportement, il s'attendait à faire certaines choses avec le produit. Finalement, c'est autre chose qui se passe. Et ben, même si ce n'est pas du point de vue fabricant, c'est aussi considéré comme une erreur d'utilisation. Donc là, ce que vous demande la norme, hein, c'est d'identifier toutes les erreurs d'utilisation potentielles avec votre produit et de faire le lien avec la norme de gestion des risques et après de faire la conception et l'évaluation sur cette base-là.
Alors, je vais juste vous montrer une autre définition parce qu'en fait, il peut y avoir une confusion, certaines questions par rapport à ça. C'est la notion d'utilisation anormale. Donc voilà, par définition, donc une utilisation anormale, c'est un acte délibéré, intentionnel, qui échappe à tout moyen raisonnable supplémentaire de maîtrise par le fabricant. Donc, c'est-à-dire que l'utilisateur fait une action qui n'est pas celle qui est attendue par le fabricant, mais contrairement à l'erreur, il le fait volontairement. L'erreur d'utilisation, on considère que c'est un problème d'ergonomie. L'interface n'est pas suffisamment intuitive, pas suffisamment facile à utiliser, et voilà, on s'écarte de ce qui était prévu. L'utilisation normale, il n'y a pas de problème d'ergonomie. L'utilisateur a parfaitement compris comment faire. C'est juste que volontairement, il décide de faire autrement. L'exemple typique, hein, c'est vous avez un dispositif qui a usage unique. Vous ouvrez une pipette, par exemple, il reste la moitié du produit. L'utilisateur sait qu'il doit le jeter, il sait qu'il n'a pas le droit de l'utiliser sur un autre patient, mais il considère que voilà, il n'y a pas de risque. De son point de vue, il n'y a pas de risque particulier et il l'utilise sur un autre patient. Donc il sait qu'il n'a pas le droit, donc c'est utilisation anormale. Alors, juste pour terminer avec cette diapo, on voit bien que l'utilisation anormale sort du périmètre de la 62-366. Donc, quand vous avez une utilisation anormale, ça relève de la gestion des risques, hein, de la 14-971, mais ça ne relève pas de l'ergonomie. Ce n'est pas un problème d'intuitivité, c'est juste c'est l'utilisateur qui fait autrement que ce qui est prévu par le fabricant. Euh, hop. On reprend, on continue. Donc là, je vous ai mis juste un extrait de l'annexe B de la norme qui décrit plusieurs exemples, hein. Donc j'ai pris le premier de la liste, hein, tout simplement, des erreurs d'utilisation. Et donc, l'erreur d'utilisation est incluse dans ce que la norme appelle le scénario d'utilisation relatif au phénomène dangereux. Donc en fait, c'est l'enchaînement d'actions, la séquence qui va conduire à un dommage si elle se produit. Et donc, on voit bien que c'est une erreur d'utilisation. Donc là, ici, dans l'exemple, c'est le médecin active accidentellement la commande de mise en marche non protégée pour un système de radiothérapie. Donc, le phénomène dangereux, c'est l'énergie de rayonnement. Et s'il fait cette erreur-là, et que la source d'énergie fonctionne et que la personne est présente, une personne est présente dans le champ, ça entraîne une brûlure. Donc là, c'est tous ces éléments-là que la norme vous demande de décrire. Donc l'erreur d'utilisation, donc là, on voit bien que le médecin fait quelque chose qui s'écarte de ce qui était prévu, donc c'est accidentel, il ne le fait pas exprès. Automatiquement, ça crée une situation dangereuse, la source d'énergie fonctionne. C'est pas parce qu'elle fonctionne qu'automatiquement il y a une brûlure. On voit bien qu'il y a l'enchaînement des actions. La source d'énergie est dirigée vers une personne, donc c'est l'ensemble qui entraîne le dommage. Voilà, l'idée, c'est que donc, dans le process, vous devez identifier toutes les erreurs d'utilisation, les décrire avec, dans un scénario, et vous reliez ça à votre analyse des risques. Et donc là, on voit bien que dans les autres, là, je vous entoure en bleu ce qui est spécifique à l'ergonomie et aux erreurs d'utilisation. On voit bien que dans les autres colonnes, on retrouve des éléments classiques de l'analyse des risques, le phénomène dangereux, dommage induit, la mesure de maîtrise. Donc là, si on regarde la mesure de maîtrise qui est décrite, un capot monté sur charnière est placé au-dessus de la commande de mise en marche, donc ces mesures de protection. Donc le fait d'avoir cette mesure de maîtrise, vous allez empêcher l'erreur d'utilisation, donc le scénario de se propager. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est concrètement comment identifier toutes ces erreurs d'utilisation. Donc premier élément, c'est déjà d'identifier euh, toutes toutes les erreurs déjà connues. C'est ce que vous demande la norme. Alors déjà, le premier élément, c'est si vous le pouvez, faites-le en interne. Vous regardez les anciennes versions de votre dispositif. Est-ce que, bah, forcément, là, ça peut paraître évident, mais de regarder les erreurs qui avaient déjà été décrites à l'époque. Mais ça peut être aussi avec des dispositifs comparables. Si, par exemple, vous avez un logiciel, vous développez un logiciel médical, mais c'est la première version de votre logiciel, mais que vous en avez déjà d'autres dans votre catalogue, il y a forcément des parties d'interface qui seront communes. Donc, même si ce n'est pas complètement transposable, il y a toujours des éléments que vous pouvez transférer. Donc, déjà, regardez en interne tout ce que vous avez sur l'ancienne version et sur les versions assez proches. En tout cas, qui ont des points communs. En externe, bah, tout simplement, vous pouvez regarder les bases de données. Donc la base de données de déclaration d'incident. La base de données la plus connue, la plus utilisée, c'est la base MODE, donc la base de la FDA. Ça peut être aussi des recherches bibliographiques.
Donc là, vous pouvez regarder sur PubMed ou n'importe quel moteur de recherche, hein, même pour Google, hein, pourquoi pas. Euh, et aussi, une méthode qui fonctionne assez bien, c'est la lecture de notices ou UI, interface utilisateur, des produits concurrents. Avec un œil un minima exercé, quand vous lisez une notice utilisateur d'un produit de la concurrence, si vous voyez des notices, des warnings, des mesures de protection, des pop-up ou des messages de confirmation, si c'est un logiciel, assez facilement, vous allez vous poser la question, enfin, vous allez identifier les risques derrière. Vous avez un message de confirmation sur un logiciel, il est pas mis par hasard. S'il a été mis, c'est parce qu'il y a un risque d'erreur. Donc, ça peut vous aider à prendre conscience d'une erreur d'utilisation. Voilà, donc déjà, ça, c'est la première étape, identifier tous les risques connus. Donc, c'est ce que, d'une certaine manière, on pourrait vous reprocher de ne pas être allé chercher ces éléments-là alors qu'ils étaient relativement facilement disponibles. Après, la deuxième partie, bah, c'est l'identification de nouveaux risques. Donc forcément, si vous faites un nouveau produit, il y a des choses que vous n'avez, des risques qui sont nouveaux, qui n'avaient pas été documentés auparavant. Donc la méthode qui fonctionne très bien, c'est de faire des focus group. Focus group entretien avec. Alors j'ai mis acté avec des utilisateurs. Donc là, l'idée, c'est d'avoir, si vous faites un focus group, c'est d'avoir plusieurs profils, hein. Donc en général, donc, on fait un focus group spécifique sur les risques d'usage. Il y a le responsable de l'analyse des risques, et éventuellement le concepteur, un formateur, enfin toutes les personnes qui connaissent bien les utilisateurs, mais idéalement, vous les faites avec des vrais gens de terrain. Si le produit est destiné à être utilisé par des infirmiers hospitaliers, ben, vous faites le focus group avec des infirmiers hospitaliers, des vraies personnes qui concrètement au jour le jour utiliseront votre produit. Et c'est ça qui est le plus efficace pour détecter des erreurs d'utilisation. Et aussi des défauts de l'interface, hein. Souvent, c'est un peu lié. On fait à la fois l'analyse des risques et l'évaluation du produit. Ça peut être aussi des observations, notamment soit d'anciens produits, enfin des produits déjà sur le marché, mais ça peut être aussi des observations euh, qui sont faites lors des investigations cliniques, par exemple. Donc, soit vous regardez directement, soit vous faites des entretiens utilisateurs après l'utilisation. En tout cas, c'est aussi une méthode qui est très efficace pour identifier des risques nouveaux. Ça peut être aussi des tests utilisateurs. Donc là, c'est pas forcément l'objectif premier des tests, mais souvent, quand c'est une première ou deuxième évaluation, une évaluation formative par exemple, les utilisateurs ont des comportements qui n'avaient pas du tout été anticipés et qui génèrent des risques particuliers. Donc là, c'est aussi l'idée d'alimenter, de mettre à jour cette analyse des risques lors de ces évaluations-là. Forcément, dans la PMS, hein, donc ça je passe rapidement, mais ça vous devez connaître ça, la surveillance après commercialisation, vous êtes censé aussi regarder s'il n'y a pas des risques nouveaux qui apparaîtraient. Et toujours classiquement avec la revue biblio, des produits. Alors, c'est un peu la même méthode que l'identification des risques connus, mais que vous continuez à faire une fois que le produit est commercialisé, afin d'identifier des incidents, enfin des risques qui n'avaient pas été documentés. Alors, comment les évaluer? Là, on l'a vu dans le process, hein, en introduction, que, il y avait l'évaluation notamment sommative, hein. L'évaluation sommative a pour principal objectif d'évaluer, alors pas directement les risques, mais en tout cas évaluer la qualité de la mesure de maîtrise. Est-ce que les risques sont bien maîtrisés? Est-ce qu'ils sont suffisamment bien maîtrisés pour pouvoir être mis, pour que le produit puisse être mis sur le marché? Donc forcément, on commence par l'évaluation formative, hein. Donc la première étape, donc la formation qui est faite au cours de la conception du produit. Mais là où les risques vont surtout être évalués de façon très précise, c'est pendant l'évaluation somatique, donc l'évaluation sur la version finale du design avant la commercialisation. Donc la méthode la plus efficace, c'est la méthode des tests utilisateurs. Donc c'était l'objet du précédent webinaire, hein. Je vous invite, si vous êtes intéressé par le sujet, à aller voir le replay. Quand les tests utilisateurs ne peuvent pas être faits, pour des raisons techniques, hein, parfois, c'est très compliqué de simuler une opération chirurgicale, par exemple, enfin, l'anatomie du patient. Pour certains risques, ça peut être un interview ou un advisory panel review. Vous interviewez les utilisateurs, vous leur mettez le produit dans la main. Alors, je vous le mets je vous le fais de façon un peu simplifiée, mais et vous lui demandez de vous dire si, en fonction de ce qu'il connaît de son activité, en fonction de l'ergonomie du produit, est-ce que ça lui semble suffisamment fiable pour être mis sur le marché? Est-ce que ça protège, selon son point de vue, suffisamment des erreurs et des incidents? Observation, bah, comme on l'a vu dans la diapo précédente.
Une fois que le produit est commercialisé, bah, vous devez continuer à regarder, hein. Donc là, c'est un peu ce qu'on a vu dans la diapo précédente, la revue des incidents déclarés, donc la PMS classique, revue ULIO, effectivement, ça on l'a déjà vu. Mais ça peut être aussi des questionnaires ou des entretiens. Donc là, pour ces deux dernières puces, l'idée, c'est d'être proactif, d'aller, une fois que le produit est commercialisé, d'aller rechercher les informations, d'aller susciter les retours des utilisateurs. En fait, ce qui se passe, c'est que d'un point de vue global, on sait qu'il y a une sous-déclaration des incidents, et c'est peut-être même plus fort pour l'ergonomie que pour d'autres domaines. L'utilisateur qui a fait une erreur d'utilisation, déjà, est-ce qu'il va s'en rendre compte ou pas? Ou c'est peut-être juste une grosse difficulté? Et même s'il s'en rend compte, il va peut-être pas forcément aller vraiment communiquer spontanément dessus. Il va dire oui, bah, c'est de ma faute, j'avais qu'à lire la notice, j'ai pas fait attention, j'ai pas été attentif, et il va peut-être le mettre un peu sous le tapis. Donc si vous n'allez pas chercher spontanément cette information, vous risquez de la louper. Et donc là, deuxième diapo, alors c'est un peu le contrepoint, hein. Comment ne pas les tester? Parce qu'en fait, là, si, alors j'ai mis de façon un peu provocatrice, hein, mais la méthode la plus efficace pour tester les mesures de maîtrise, ce sont les tests utilisateurs. Mais si vous avez une analyse des risques, vous avez 300, 400, 500 risques, parfois pour les systèmes les plus complexes, vous n'avez pas forcément la capacité, ou ça serait très, très coûteux d'évaluer chaque risque de façon unitaire. Alors la norme vous permet, hein, de faire une sélection des risques. Vous n'êtes pas obligé d'évaluer tous les risques lors des évaluations sommatives. Alors je vous mets les principaux critères qui font que là on exclut ces risques de l'évaluation. Donc ce serait des risques peu critiques. Donc d'ailleurs c'est le critère avancé en premier dans la norme, hein. Vous pouvez fixer un seuil. Alors on va dire critères, les risques avec des gravités moyennes ou faibles. Bah, tous ces risques-là, vous les écartez, vous ne les intégrez pas dans la sommative. Si on fait le parallèle avec la FDA, donc la FDA vous dit que vous devez tester les critical tasks, donc qui ont un impact majeur sur la santé des utilisateurs. Donc là, on voit qu'il y a une ligne déjà sur laquelle vous pouvez filtrer. Une autre façon de ne pas évaluer des risques, c'est s'ils sont fortement liés aux connaissances utilisateurs. Donc là, c'est souvent quand ce sont des professionnels de santé, d'ailleurs, hein, quand des choses qui paraissent tellement évidentes, que ça fait partie du savoir, des connaissances de base des utilisateurs, on ne va pas forcément les tester. Si on prend le cas d'un implant, par exemple, si l'implant chute sur le sol du bloc opératoire, donc là, il a perdu sa stérilité, forcément, le chirurgien ne va pas le réimplanter. Donc ça, c'est un risque qui est connu, qui est documenté, mais c'est le genre de risque que typiquement on exclut des tests, histoire de ne pas surcharger les évaluations. Ça peut être quand la modification ne donne pas l'opportunité de faire une erreur. Si vous avez un risque de coupure, par exemple, parce qu'il y avait un bord tranchant, et qu'en modifiant l'interface, le bord est devenu assez arrondi, qu'il n'y a plus aucune opportunité de se couper, voilà, il y a plus la nécessité de l'évaluer. Enfin, le risque a été complètement maîtrisé, il n'y a pas d'incertitude par rapport à ça. Et parfois, bah, c'est quand les tests ne sont techniquement pas réalisables. Donc là, c'est ce qu'on a vu juste avant. Bah, vous demandez l'avis aux utilisateurs, vous faites un panel review et vous demandez aux utilisateurs de conclure sur l'aspect sécurisé du produit. Il y a aussi la possibilité de faire des équivalences. Si vous avez déjà des parties d'interface qui ont déjà été évaluées sur un précédent produit et qu'on retrouve la même interface avec la même présentation et les mêmes utilisateurs, bah, vous pouvez vous baser sur d'anciens enregistrements. Vous n'êtes pas obligé de refaire des tests à chaque fois. Sinon, ça serait un peu compliqué. Voilà, bon, là, ça reprend ce que j'ai dit. Il faut déjà que vous ayez des enregistrements qui tiennent la route pour justifier l'équivalence. Bah, vous dites les interfaces sont similaires ou quasi similaires. En tout cas, il faut que la différence soit minime et que ça permette de faire un transfert, ainsi que sur le profil des utilisateurs. Donc, une fois que vous avez donc filtré tout ça, bah, vous avez la liste des risques que vous devez tester en sommative et sur lesquels vous devez avoir des preuves tangibles qui vous permettent de conclure sur la sécurité. Et enfin, je terminerai sur les erreurs classiques, hein, je regarde l'heure. Bon, on est bientôt à une petite demi-heure. L'erreur classique, c'est d'oublier de décrire certains risques. Ça, j'en ai parlé en introduction.
soit il y a des phases d'usage qui ont été oubliées. Alors pour rappel, hein, pour rappel, pour information, les différentes phases d'usage décrites dans la norme d'ergonomie, c'est transport, stockage, installation, opération, maintenance, réparation et mise au rebut. Donc vous avez six phases. Voilà, si vous, souvent on décrit spontanément la partie opérationnelle, c'est logique, c'est là où il y a le plus de risques d'erreur, mais il faut surtout pas oublier les autres phases du process. Et de la même façon, hein, donc c'est un peu lié, donc oublier des utilisateurs. Typiquement, la personne qui fait la maintenance hein, à l'hôpital, par exemple, est parfois oubliée, alors qu'il peut y avoir des erreurs associées à ces actions, ces interactions avec le produit. Donc, attention à bien tout identifier. Et ben, enfin aussi, certaines interfaces oublient hein, le carton de transport, hein, avec, il y a comme des pictos, la température, le haut-bas, les conditions de stockage sont parfois oubliées, et alors que ça reste, d'un point de vue réglementaire, ça fait partie de l'interface utilisateur, et il y a des risques, forcément, si le carton de transport est mal manipulé, en tout cas les conditions de stockage, par exemple, ne sont pas respectées. Autre erreur classique, c'est de pas identifier certains risques qui sont liés pourtant à la usability, à l'ergonomie. Alors, une manière assez simple hein, de voir ça, c'est par rapport à la mesure de maîtrise. À partir du moment où vous mettez dans la mesure de maîtrise quelque chose qui est lié à l'interface, donc ça peut être un schéma sur la notice, ça peut être un picto sur le packaging, typiquement, alors c'est là où les erreurs sont le plus souvent en fait. En fait, de fait, si la mesure de maîtrise est une interface, obligatoirement, c'est lié à la usability. Voilà, donc attention à ne pas oublier certains risques hein, qui seraient peut-être documentés dans l'analyse des risques, mais qui ne seraient pas tagués usability. Ne pas décrire l'erreur d'utilisation. Donc ça reprend ce qu'on a vu ici, hein. Donc il faut bien décrire l'erreur d'utilisation. Et ça commence typiquement par un sujet. Le médecin, et ici c'est le médecin actif, ça peut être l'infirmière, ça peut être le patient ne comprend pas que. En tout cas, il faut bien décrire avec un sujet et une action de l'utilisateur par rapport à ça. Et enfin, bon, l'idée aussi, c'est parfois ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas l'idée de l'utilisateur qui est associé au risque. Parfois, c'est l'utilisateur, mais on ne sait pas si c'est un professionnel de santé, si c'est un patient. Voilà, donc ça peut être intéressant quand même de bien documenter quels sont les profils associés à chaque erreur d'utilisation. Donc j'ai fini avec ma présentation. Là, avant de passer à la revue des questions qui sont peut-être été faites dans le chat, il y a quelques personnes qui ont quand même posé quelques questions directement dans leurs inscriptions. Ah bon, non, j'avais oublié qu'il y avait cette diapo-là, excusez-moi, donc il faut aller plus loin. Donc je vous ai cité quatre sources, hein, un bouquin édité aux US, donc le Root Cause Analysis, qui reprend un peu les aspects facteurs humains pour les dispositifs médicaux sur la partie identification des erreurs d'utilisation. Alors, c'est orienté FDA, mais ceci dit, c'est très proche dans la démarche hein, de ce qui est fait en Europe. Donc, voilà, c'est un bouquin qui est assez intéressant à lire. Vous avez le guide CETIM, qui est édité, CETIM SNITEM, qui est édité en 2018, où il y a une partie assez importante hein, qui a été faite dans ce guide sur les erreurs d'utilisation. Alors, j'ai eu la chance de participer à la rédaction de ce guide. Donc là, je peux vous dire que des exemples sont très, très précis, très détaillés. Et enfin, deux sources hein, alors, qui sont issues de Use Concept, hein. Vous avez notamment tout ce que fait Julien Dégéry, hein, donc mon associé et co-dirigeant de la société, qui fait avec beaucoup d'humour, parfois un peu corrosif, des informations, même si, mais pour lequel le fond est très sérieux, mais avec assez pas mal de légèreté. Donc notamment ici, par exemple, 10 conseils précieux pour semer le chaos. Donc comment foirer son aptitude à l'utilisation. Donc parfois, c'est en faisant des contre-exemples qu'on comprend bien. Et j'ai ma collection de FAQ que je mets à jour régulièrement, qui reprend certains éléments globalement sur l'ergonomie, mais aussi sur les risques d'usage. Donc là, on va passer aux trois questions qui ont été posées. Alors, les trois questions, finalement, portent plutôt sur les tests utilisateurs, donc sur les méthodes utilisées pour valider les risques. Donc là, je vais y répondre, hein, mais vous pouvez aussi, si vous voulez avoir des informations plus précises, retourner voir le webinaire qui avait été fait c'était quand, il y a quelques mois, en avril, voilà, en avril 2024, sur le sujet. Alors, première question,
Comment appréhendez-vous les tests et la document associé selon la 62-366? Donc ça, c'est une question qui est très très générale, hein. Ce que je peux vous dire, c'est que la première étape, c'est comme d'identifier bien les utilisateurs, bien identifier le contexte d'usage, bien identifier les risques. Ça, c'est vraiment la base, hein. C'est ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui. Et après, alors, sans rentrer trop dans le détail, hein, le process classique, c'est rédaction d'un protocole d'évaluation dont la donnée d'entrée principale, c'est les risques d'utilisation, avec le filtre que je vous ai présenté juste avant. Et après, bah, c'est mise en place après, c'est dérouler des évaluations et évaluations. Après, en deux mots, la spécificité des US. Donc finalement, dans la démarche, c'est assez proche, hein. D'ailleurs, c'est les mêmes référentiels, hein, qui sont cités. Il y a quelques subtilités au niveau du vocabulaire. Et la spécificité au niveau des US, c'est que, bah, c'est pas vraiment une spécificité, mais vous êtes quasiment obligé de faire les tests sur des US residents, donc d'aller faire les tests sur place. On peut faire une équivalence, mais ça nécessite beaucoup d'argumentaire et c'est pas forcément facile à faire passer. Donc de base, par défaut, ce sont des tests sur le sol américain. Après, comment gérer les... Après, si vous voulez peut-être d'autres éléments, peut-être faire une question plus précise, mais là, c'est vrai que là, ça nécessiterait de refaire tout le process, donc j'ai pas forcément le temps ici. Comment gérer les mésusages volontaires dans les évaluations sommatives? Donc là, ça correspond à ce qu'on a la deuxième définition qu'on a vue tout à l'heure, donc la définition d'utilisation anormale. Alors, juste pour faire un petit aparté, là, ce que vous dit la norme, c'est que les méthodes d'ergonomie, donc notamment l'évaluation sommative, euh, peut permettre de détecter des utilisations anormales, mais les utilisations anormales ne sont pas traitées directement. Alors, c'est ce qu'on revoit dans le schéma. Les utilisations anormales ne sont pas traitées par la 62-366, mais sont traitées par la 14-1971. Donc là, l'idée, c'est que pendant un test, et c'est vrai que ça arrive, hein, qu'on détecte des utilisations anormales. Typiquement, c'est le cas où les gens nous disent oui, bon, je sais que je dois me laver les mains, mais là, je considère que c'est pas très grave parce que ça touche pas à tel truc, et je le fais quand même comme ça. Donc là, on considère comme utilisation normale. Il n'y a pas de problème d'interface, hein, donc on le documente tel quel. Donc c'est pas une failure, c'est pas une réussite, c'est un statut à part. Donc peut-être ça aurait pu générer l'incident, mais en tout cas, c'est pas un problème d'ergonomie, c'est un problème plutôt de gestion des risques plus global. Alors après, c'est pas parce qu'il y a une utilisation normale qu'il faut rien faire. En tout cas, ça sort de l'ergonomie en tant que telle. Mais ce qui est fait classiquement, hein, alors soit vous ne faites rien, vous considérez que ça fait partie de l'environnement, et puis voilà, vous le documentez, soit vous renforcez la documentation, peut-être que le sujet a sous-estimé les conséquences négatives par rapport à ça, donc peut-être remettre un warning, attention, si vous faites ça, risque de, après, tout en faisant attention à ne pas surcharger non plus la documentation, ou alors vous pouvez modifier le design. Si je reprends l'exemple, hein, de la pipette qu'on n'utilise qu'à moitié et qu'on reprend pour le patient suivant, si vous faites une pipette qui, quand vous l'ouvrez, la pipette s'arrache et techniquement c'est très compliqué de la réutiliser le lendemain, bah, c'est une modification de design qui va diminuer la probabilité d'apparition du mésusage, en tout cas de l'utilisation normale. Alors, comment déterminer le panel utilisateur? Donc, pour les évaluations formatives, donc ce que dit la norme, c'est en tout cas les annexes de la norme sont entre 5 et 8 utilisateurs, ce qu'on cherche c'est un rapport coût-bénéfice intéressant. Et pour l'évaluation sommative, donc là, il y a deux choses à identifier. Donc, déjà, c'est le profil des utilisateurs. Donc là, le principe, c'est d'avoir un panel représentatif au niveau du profil des utilisateurs. Donc, si c'est utilisé par du grand public qui a entre 12 et 90 ans, on va dire, bah, vous prenez un panel qui a ces caractéristiques-là. Vous prenez un panel de, alors peut-être un tiers enfant, adolescent, un tiers jeune adulte et un tiers adulte plus âgé, par exemple. Et vous avez le même mécanisme si ce sont des professionnels de santé. En général, alors la norme vous demande de justifier la représentativité, donc vous avez ces critères-là, et en général, il y a des critères d'exclusion. Vous excluez les personnes en interne dans l'entreprise, et en général, on exclut aussi les membres de la famille. Voilà, en tout cas, l'idée, c'est d'apporter la preuve que le panel, il est représentatif et objectif par rapport à ça. Et par rapport au nombre, en fait, là, ce que vous dit alors, c'est les standards américains, hein, qui sont cités par le guide d'application de la norme. Donc, c'est 15 utilisateurs par groupe d'utilisateurs. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un groupe
grand public, par exemple, bah, ça pourrait être 15. Alors ça peut être 20 si c'est un groupe très hétérogène, mais le minimum c'est 15. Et si vous avez un groupe professionnel de santé, bah, c'est 15 à nouveau. Donc ça peut être 15 et 15 en fait. Vous faites, et ce qui au final, vous avez 30 profils si ce sont des profils très différents. Donc voilà pour les questions. J'en ai fini avec mon diaporama. Donc maintenant, je me tourne vers Fabien. Est-ce qu'il y a eu des questions qui ont été posées? Du coup, je vous invite à poser toutes vos questions si vous en avez. Je vois il y a déjà trois questions. Je vais prendre mes lunettes, Juste là. pour les personnes qui ont rejoint le webinaire en cours, bah, ne vous inquiétez pas, on mettra une petite rediffusion, hein, comme le webinaire précédent. Donc, Alors, si tu voilà. peux me lire les questions. Donc, on a une première question de Charlène qui nous demande quel est le point de départ pour savoir si on doit se lancer dans une étude sommative pour un produit. Est-ce dès lors que nous souhaitons revendiquer une utilisation spécifique? En fait, si quand vous voulez faire une sommative, alors j'imagine que c'est par rapport à un produit qui existe déjà, hein. En fait, c'est que ce que vous avez comme déjà comme élément dans les précédentes formatives, si c'est votre contexte, c'est qu'en fait vous changez soit de contexte, soit vous changez d'utilisateur. En tout cas, les éléments que vous avez dans les précédentes évaluations bah, ne sont pas transférables. Donc ça peut être aussi une modification d'interface. Si c'est une modification mineure qui n'est pas associée à des risques, ou en tout cas des risques faibles, vous n'êtes pas obligé de faire une sommative. En général, on fait une formative soit quand le contexte change beaucoup, avec des nouveaux profils, ou alors l'interface change de façon sensible et sur des risques jugés importants. Du coup, c'était pour un nouveau produit. Pour un nouveau produit, Ouais. bon, en fait, alors l'évaluation sommative, vous devez la faire. Si c'est un nouveau produit, il faut pas il n'y a pas trop de questions à se poser. Vous devez faire une sommative. Et la méthode de base, hein, la méthode qui est reconnue comme la plus efficace, ce sont les tests utilisateurs. Donc avec un panel d'utilisateurs que vous recrutez, que vous mettez en situation. Et bon, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à regarder le précédent webinaire. On va passer à la question suivante qui a été posée par Inès, qui nous demande comment devons-nous faire le lien entre les cotations de l'analyse de risque et de l'évaluation formative et sommative. Sur quels critères pouvons-nous décider d'augmenter ou de baisser la fréquence d'apparition du risque? Alors les critères, c'est pour la sélection. Est-ce que c'est pour la sélection des risques? En fait, quand vous sélectionnez les risques, hein, c'est ce qu'on a vu à cette diapo-là, ou plutôt comment ne pas détester. Au risque peu critique. Effectivement, j'ai mis critique ici, mais j'aurais pu mettre peu grave. C'est vrai que quand c'est un nouveau produit, au niveau de la fréquence, c'est pas évident de savoir est-ce que l'erreur va arriver très souvent ou pas. Donc en général, pour la sélection, on se base plutôt sur la gravité du dommage pour sélectionner les risques. Après, la baisse, en général, on n'utilise pas les évaluations sommatives pour baisser la fréquence d'apparition. Enfin, quoi que non, je suis en train de dire je suis en train de dire une bêtise. Si, c'est le risque résiduel. Donc, vous estimez que le risque résiduel est plus faible, donc vous pouvez effectivement baisser la probabilité d'apparition euh, par rapport au risque initial. Ça rejoignait du coup ce qu'elle avait mis en plus. Donc, Ouais. euh, est-ce qu'on peut se permettre de réduire la fréquence d'apparition de risque alors que nous n'avons pas fait de test? Alors, c'est une bonne question. La norme n'en parle pas directement. En fait, la question qui se pose derrière, c'est est-ce que le produit est suffisamment peu risqué dans l'absolu pour ne pas avoir besoin, pour ne pas avoir nécessité de faire des tests utilisateurs? Euh, alors, c'est une question pour laquelle il est difficile de trancher. Quand c'est un nouveau produit, en général, on fait une évaluation sommative. En fait, si vous regardez dans l'annexe de la norme, hein, la 62366-2, vous avez toute une liste de méthodes. Et moi, je vous recommande de faire une évaluation sommative, mais peut-être vous pouvez prendre si vous avez des risques des risques peu risqués, enfin peu graves, et pour éventuellement prendre une méthode un peu moins coûteuse, un peu moins extensive que les tests utilisateurs. Donc ça peut être quelques entretiens utilisateurs, ça peut même un audit expert en interne. En tout cas, je vous recommande comme de faire une évaluation sommative, mais peut-être pas peut-être pas les tests. Et vous pouvez aussi vous baser sur le chapitre 4.3 de la norme,
qui parle de cadrage de l'effort. Et l'idée aussi, c'est vous dire que ce que vous dit ce chapitre, c'est qu'en fonction de certains paramètres, vous pouvez réduire, enfin ajuster le niveau d'effort que vous mettez dans le process. Donc, vous pouvez, donc, pas forcément, si vous avez une interface simple avec des risques très peu graves, vous pouvez justifier d'avoir une méthode un peu moins poussée que les tests utilisateurs. Donc, voilà. En vous basant sur le chapitre 4.3 de la tirée 1 et du tableau avec les méthodes pour de la tirée 2, donc je ne sais plus si c'est l'annexe E ou D, j'ai toujours un doute, enfin, dans les annexes de la guide d'application, vous pouvez éventuellement argumenter. Mais ça, c'est une zone grise en fait, hein. Après, c'est vous allez argumenter ça. Et après, la question, c'est est-ce que votre auditeur sera sensible à votre argumentation? Tout peut s'argumenter. Après, il y a un côté auditeur dépendant. Et juste pour terminer, il y a une liste hein, enfin, il y a alors, c'est un document, j'ai plus la référence exacte en tête, mais qui est en cours de relecture au niveau de la FDA sur les types de dispositifs médicaux peu critiques qui ne nécessiteraient pas de faire ce genre d'évaluation. Mais ça fait plusieurs années qu'il est en cours de relecture, il n'y a pas de validation. Moi, je pense que c'est aussi parce qu'il y a une zone un peu grise, hein. Effectivement, c'est un peu compliqué de trancher par rapport à ça. On a une nouvelle question du coup de Laurie qui demande: est-il possible d'ajouter un test fait en interne par des collaborateurs comme étant les utilisateurs dans le User Evaluation Plan? Alors, la question des évaluateurs internes, hein, effectivement, en tout cas pour les tests utilisateurs, c'est une question qui revient souvent. Si je prends par exemple la FDA, c'est marqué très clairement, c'est interdit. Vous n'avez pas le droit de recruter en interne. Euh, pour la sommative, j'entends bien. Pour la formative, ça peut être une bonne pratique, ça peut être recommandé. Ça vous permet d'aller vite, d'avoir une certaine agilité, mais pour la sommative, aux US, c'est interdit. En Europe, sur la 62-366, c'est pas strictement interdit, mais vous devez argumenter en quoi le profil des utilisateurs que vous recrutez est représentatif. Et si ce sont des utilisateurs en interne, l'argumentation peut être compliquée à faire. Donc moi, je vous recommande, enfin, je vous déconseille de faire des tests en interne pour la sommative. Formative, c'est très bien. Et je vous recommande vraiment de faire des recrutements avec une société externe pour vraiment garantir l'objectivité et l'impartialité aussi de vos évaluateurs. Pas du panel que vous allez prendre pour l'évaluation. Bon, pour le moment, ça a l'air d'être tout pour les questions. C'est tout Ah, bon. Fawis, justement, qui nous pose une question. Pourriez-vous brièvement décrire l'organisation avec votre client? Gestion de projet, planification, délai. Alors, bah, en fait, tout dépend de ce que le client demande, hein. Euh, si ça peut être, nous on peut prendre en partie, on peut prendre en charge l'intégralité du process, donc l'analyse des risques, éventuellement la conception d'interface, mais ça c'est vraiment c'est très interface dépendant. La rédaction du protocole et passation des tests, ou alors on peut être un support méthodologique. On peut faire la rédaction du protocole et le fabricant peut réaliser les tests. Alors, en général, si on prend le cas le plus classique, donc on va dire l'interface est finie ou quasi finie. Euh, donc on veut nous faire intervenir. Donc si encore un peu de marge de manœuvre, l'idéal c'est comme de faire une évaluation formative sous la forme de test utilisateur. Donc, alors, comment on procède, hein? En général, on commence toujours par lire l'analyse des risques. Donc, c'est pour ça aussi que je fais la présentation. C'est vraiment important de balayer cette analyse des risques et d'être sûr que tous les risques sont bien été identifiés et décrits de façon correcte. C'est vraiment les fondations de la démarche et c'est important de s'assurer que tout est en ordre. Donc, relecture de l'analyse des risques. Éventuellement, s'il y a vraiment des gros manques, on peut organiser des focus group avec des utilisateurs pour être sûr d'avoir bien identifié tous les risques d'usage. Après, bah, c'est création du protocole d'évaluation. Alors, ça peut être formative ou sommative. Donc là, on reprend tous les risques d'usage. On met en place une méthode d'évaluation qui est validée hein, par le client. Et après, une fois que ça s'est validé, bon, on passe au recrutement panel et à la passation des tests en eux-mêmes. Donc les tests peuvent se faire dans nos locaux d'ailleurs. Là, vous avez une photo de notre salle de test. Et là, vous voyez, voilà, c'est Clémence, hein, qui est une ergonome nationale qui est en régie et qui surveille
ce qui se passe. Mais on pourrait imaginer aussi le porteur de projet qui est à côté, qui regarde. Donc, passation des tests. Donc, c'est 15 tests minimum hein, si vous êtes en sommative. Donc, c'est des passations individuelles. Donc, il y a 15 sessions qui peuvent prendre. Alors, en général, c'est minimum une semaine, hein, mais ça peut être deux ou trois si ce sont des utilisateurs très compliqués à recruter. Donc, une fois que les tests sont passés, donc rédaction des rapports de test, partage des vidéos si c'est demandé. Et après, on peut aussi accompagner dans la rédaction du dossier d'aptitude à l'utilisation en lui-même. Voilà pour quelque chose de très schématique. Alors, c'est vrai que s'il y a une formative, l'idéal, c'est de faire une formative sur un nombre plus restreint d'utilisateurs, hein, ça peut être 5, 6, 7, 8 sujets, de refaire des modifications d'interface qui permettent d'être sûr qu'en sommative, ça se passe bien, mais aussi dans la commercialisation. Et après, ben, on remet à jour le protocole et là, on fait la sommative. Alors, au niveau du timing, on va dire que pour les produits assez simples, les plus simples, il faut compter un mois et demi entre le démarrage ou la relecture d'analyse des risques et la livraison des produits, la livraison des rapports, pardon. Mais un mois et demi, c'est vraiment le plus court, hein, parce qu'il y a toutes les étapes, les éléments, les étapes de relecture aussi qui interviennent. Et pour les produits les plus complexes, ça peut être plusieurs mois, parce il peut y avoir plusieurs profils, le protocole peut être assez complexe à faire. Parfois, les tests se font, si les utilisateurs ne peuvent pas se déplacer, ça peut être sur le lieu de travail. Voilà, il y a aussi toute une logistique à apporter. Donc, au niveau du délai, on va dire que c'est un mois et demi, jusqu'à 4, 5, 6 mois pour les projets les plus complexes. Voilà, alors, la question est assez large, hein, donc n'hésitez pas à me dire hein, si c'est assez précis ou si vous voulez d'autres précisions. Du coup, tu parlais de rapport et il y a Bilal qui se demande si on peut utiliser des essais cliniques dans les rapports de test usabilité. Alors on peut, oui, effectivement, ça peut être une bonne option s'il y a eu des essais cliniques, de profiter de l'opportunité pour recueillir des informations. C'est-à-dire que si on imagine un chirurgien qui a fait 15 implants d'un produit ou 3, 4 une équipe de chirurgiens qui a fait plusieurs implantations, effectivement, ils ont utilisé le produit, ils ont eu des feedbacks, ils ont eu des choses qui ont été faciles à faire, d'autres qui ont peut-être été un peu plus compliquées. Donc c'est une bonne source d'information. Par contre, ça ne se substitue pas à l'évaluation sommative. C'est pas parce que vous avez fait des retours d'expérience lors des investigations cliniques que vous n'avez pas besoin de faire des tests utilisateurs. C'est plus vu comme complémentaire que- qu'en substitution. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Adeline, notre IAU porte en majorité sur la documentation fournie, comment gérer les études sur les cartes d'implant et IFU. Euh, alors, comment gérer les études sur les cartes d'implant et sur les IFU? Euh, En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les cartes d'implant, les IFU, sont des interfaces utilisateurs. Alors, pas comme les autres, hein, c'est un peu particulier, mais l'idée, c'est vous faites le même processus, hein. Vous regardez quels sont les risques, qui sont les utilisateurs. Par exemple, pour les cartes d'implant, vous avez à la fois celui qui remplit la carte d'implant, mais vous avez aussi le patient qui est censé comprendre. Les IFU, vous avez le profil des personnes qui lisent ces notices-là. Et si vous estimez qu'il y a des risques importants par rapport à ça, eh ben, en fait, il faut les tester. Alors parfois, ça s'appelle aussi test de lisibilité, mais finalement, dans la pratique, c'est assez proche, hein. Vous faites des tests utilisateurs. Vous pouvez donner une notice. Alors, ça peut être une notice, ça peut être une SSCP pour les implants, par exemple. Vous donnez les éléments et vous mettez un sujet, et vous lui posez des questions. Il est censé rechercher dans la notice les informations. Est-ce qu'on va chercher à voir? Donc ça, c'est ce que vous décrit la norme, hein. Vous cherchez à voir trois choses. Est-ce que les personnes trouvent l'information? Voilà. Est-ce qu'ils arrivent à se repérer dans le sommaire lors de la manipulation de la notice? Est-ce qu'ils trouvent l'information? Une fois qu'ils l'ont trouvée, est-ce que l'information a été comprise? Donc là, on est plutôt si c'est un schéma, est-ce qu'ils comprennent bien le schéma? Si c'est un paragraphe, s'ils comprennent bien le texte utilisé, le vocabulaire utilisé. Et le troisième niveau, c'est est-ce que ça les aide à avoir une utilisation correcte? Donc là, si c'est un schéma, par exemple, si le schéma est bien fait, ça va vous aider à faire le montage correct du produit. Si le schéma est un peu ambigu, vous aurez des erreurs dans le montage et ce qui peut générer des incidents. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que
les interfaces utilisateurs IFU, même technique opératoire, notices d'utilisation, voire même les sites web qui permettent de télécharger l'IFU, si c'est le cas, sont considérés comme interface et vous pouvez t'amener à faire les évaluations aussi de ces interfaces. Et ça, ça se fait très bien sous la forme de tests utilisateurs. On a Nathalie qui se demande quelles sont les différentes phases d'usage à prendre en compte. Alors, les différentes phases d'usage, c'est décrit hein, dans la norme, hein, je les avais déjà cité tout à l'heure. Donc, c'est transport. En général, on considère que l'ergonomie, enfin, en tout cas l'ergonomie du produit, en tout cas par rapport au sens de la 62-370, démarre quand ça sort des chaînes de production. Donc, vous avez le transport qui peut être fait par un transporteur, mais aussi l'utilisateur, hein, enfin le patient ou le professionnel de santé qui peut être amené aussi à transporter le produit, le transport, le stockage, l'installation. Vous avez l'opération, donc là c'est le fait d'utiliser comme on vous entend classiquement, hein. Si c'est un tensiomètre, c'est le fait de prendre la tension par exemple. La maintenance, qui peut être la maintenance faite par l'utilisateur, hein, ne serait-ce que nettoyer, avoir des points de contrôle quotidiennes, hebdomadaires, mensuels ou ainsi de suite. Et la réparation, voilà, s'il y a une réparation qui doit être faite sur le produit, ça fait partie des étapes citées par la norme. Et la dernière étape, c'est la mise au rebut. Donc là, l'idée, c'est de... Alors on est proche du risque écologique, hein, est-ce que les utilisateurs mettent les éléments du produit dans les bonnes poubelles, mais ça peut aussi être lié au risque infectieux. Est-ce que les gens vont pas se blesser lors du démontage, de la mise au rebut, par exemple? Est-ce qu'ils vont pas se contaminer avec un bout d'aiguille qui aurait touché le sang du patient, par exemple? Voilà, donc toutes ces étapes-là doivent être, vous devez les étudier par rapport au risque d'usage, et après, en fonction des cas, soit vous étudiez en fonction de la gravité de certains risques, hein, du fil que vous avez pu faire, soit en test utilisateur, vous évaluez une, deux ou trois ou toutes les parties de ces étapes. En tout cas, elles ont toutes le même statut d'un point de vue de l'analyse des risques. Ouais, est-ce qu'il y a une autre, quelques questions? Phase d'usage, ça c'est fait. Ok, il y a plus on voit plus de questions apparaître. En tout cas, merci de vous être connecté, d'avoir participé à cet événement. Donc, si jamais vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos coordonnées. On vous répondra en message privé avec plaisir. Et donc, voilà ce qu'on va faire pour, si vous voulez revoir certaines informations, si vous n'avez pas le temps de tout voir, ou pour les personnes qui n'ont pas pu y assister, on va faire une session de rattrapage, hein. Donc, la vidéo de la session sera disponible. On communiquera ça sur LinkedIn principalement. Voilà, est-ce que c'est bon, T'as tout Fabien? dit. Bah voilà, on a Tout tout dit. dit. Je t'ai coupé l'arbre sous le pied, hein. Je m'en C'est excuse, ça. parce que c'est Fabien qui s'occupe de ça. Donc voilà. Bon, bah, merci beaucoup et puis je vous souhaite un bon appétit et n'hésitez pas si vous avez la moindre question ou si vous avez des besoins d'accompagnement, hein, on est là pour ça, on est là pour répondre à vos besoins. Bah, merci à tous du coup. Merci. Au revoir.